Bonjour et bienvenue dans cette vidéo que je fais un peu avec les moyens du bord sur mon feedback par rapport au quatrième volet de la campagne du trône d'épines de Symbaroum. Donc je l'ai fini la semaine dernière, il y a pas mal de choses à dire, je vais essayer d'être aussi concis que possible tout en évitant de faire une vidéo trop longue. Donc si vous avez suivi le reste de la campagne, c'est assez simple, le quatrième épisode s'appelle La mer des ténèbres et c'est le moment où les joueurs ont trouvé la direction de Simbar, la capitale de l'empire de Symbaroum, où se cache le trône d'épines qui est une sorte de MacGuffin, donc un artefact extrêmement puissant qui permettrait à la personne qui s'assit dessus d'obtenir tous les pouvoirs de la création, grosso modo, de faire de la magie sans corruption, et donc en fait, par exemple pour la reine, ça lui permettrait de réclamer, de réclamer enfin le pouvoir de faire étendre l'Embryon. Et donc, évidemment, c'est pas les seuls qui cherchent, donc il y a la reine, bien évidemment, mais l'idée principale de l'histoire, c'est que c'est très très ouvert. Vous avez donc une expédition qui va être montée par les joueurs notamment, et le but, c'est d'aller trouver Simba et éventuellement, selon les objectifs de vos joueurs, d'aider ou de contrer certaines des factions. Donc le début de l'histoire est très simple, vous arrivez, donc la position de Simba a été révélée, et vous devez avec vos joueurs, enfin motiver vos joueurs pour y aller. Donc c'est assez simple si par exemple vous avez des joueurs qui sont sorcières, c'est des witches, parce que les witches vont justement essayer d'empêcher que Simba, enfin que le trône des Princes soit récupéré. S'ils sont alliés avec le pacte de fer, avec les réformistes, même histoire. Et s'ils sont avec la reine, bon bah ça c'est facile parce que la reine elle cherche impérativement à trouver le trône. Et donc le début est assez simple, c'est passe à Fort Chardon. Vous avez la possibilité de contrer certaines des factions qui sont présentes, notamment en empoisonnant leurs vivres, en mettant des espions, et eux évidemment peuvent faire pareil, parce qu'on part du principe que les joueurs vont avoir leur propre expédition. L'une des personnes qui est prête à aider les joueurs pour faire l'expédition, donc il y a notamment la Sylph Night Pitch, le maire de Fort Chardon qui est assez neutre, ou si vous n'avez pas trop de bol, ça va être le prince, a.k.a. Agramal Kafas, donc le responsable des égouts de Fort Chardon, qui est en fait membre du Sacré du Vieux Sang, donc qui est en gros la faction méchante Ratha, donc de corruption, qui bosse pour Esmeralda, et son père, hein, Césario, qui sont en fait les Césario Carnac, qui sont les chefs en fait de cette espèce de culte qui est composé uniquement de nobles, qui utilisent notamment la sorcery, donc la méchante magie, et qui sont alliés notamment avec un prince démon qui s'appelle Saroufang, qui est un personnage assez important, enfin selon ce que vous pouvez jouer, il peut être assez important. Clairement, il les aide, il les manipule justement pour utiliser au mieux en fait ces nobles et se créer une voie parfaite pour vivre sur le monde des vivants. Parce que les démons vivent dans le Underworld. Si vous voulez en savoir plus, je vous conseille de voir la vidéo que j'ai faite sur l'histoire de Simbarum, ça résume un peu le truc. Donc moi ce que j'ai fait au début, je dis bon bah il faut que j'ai une motivation pour mes joueurs à la Simbar. J'avais une witch, j'avais un templier plutôt réformiste, j'avais le dernier fils du clan Gésir, donc les gens qui se sont fait rouler dessus et qui maintenant, enfin les gens qui vivaient à Fort Chardon, et qui est poursuivi sans relâche par le serment de la souveraine, qui voudrait bien l'utiliser comme une sorte de symbole, potentiellement le mariant avec la fille de sang, et bah, évidemment par le clan de la bête en fait, qui sont les gens qui ont survécu à ça. Et mon dernier personnage, c'est un ogre sapeur hein, qui bossait pour l'Ordre Magica, qui était un protégé de Seldonio avant qu'il meure, et qui est plutôt pote en fait avec le pacte de fer. Donc j'ai fait un truc très très simple, hein. J'avais un joueur qui a quitté ma table, hein, qui était le frère en fait du capitaine Marvello, qui est devenu entre-temps un colonel des Rangers. Et Marvello, c'est le mec qui est envoyé par la reine pour aller trouver le trône d'épines et rejoindre Simbar. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai monté un truc un peu débile, où j'ai dit, enfin très simple, où j'ai dit, bah en fait, Agramal Kelfas, hein, pour vous manipuler, enfin, en gros, les frères Merkele, qui sont trois templiers plutôt fachos, donc ils bossent pour l'église de Feu Prios, il y en a deux qui se sont fait tuer par le joueur qui est parti. Donc j'ai dit, bah, en fait, Agraman Kafa, ce qu'il fait, c'est qu'il raconte au dernier frère Merkelé en disant, tu sais, en fait, le mec qui a tué ton frère, enfin, qui a tué tes frères, c'est lui, c'est le PJ, c'est le frère de Marvello. Donc il l'a chopé, il l'a tabassé, donc l'ancien PJ, et il lui a dit, tu sais, je vais tuer ton frère, parce que tu as tué mes frères. Et donc il part en direction de Simbar avec potentiellement l'église de Feu Prios. Et donc les joueurs retrouvent leur ancien pote qui dit ah bah s'il vous plaît sauvez mon frère, sinon il va se faire buter par, il va se faire tuer par des Templiers. Et donc, n'écoutant que leur courage et leur gentillesse, mes joueurs sont partis en direction de Simbar, aussi parce qu'ils étaient alignés avec le pacte de fer et plutôt et, le, et les sorcières. Donc le voyage est extrêmement long et compliqué. On parle d'une distance qui fait quasiment 500 km, je crois. Donc on est à 3 mois de voyage. Il y a d'ailleurs dans le bouquin, si vous lisez un long descriptif d'un journal de gens qui cherchent à aller jusqu'au temple de l'exaltation,
qui est un endroit pas très glop. Moi, personnellement, je n'utilise pas le système du jeu en fait. Je le trouve assez complexe, c'est un peu relou. Ça me fait chier de gérer les rations et tout est quanti. J'ai trouvé un super système qui est fait par un Français, je crois, qui s'appelle Demain dès l'aube. Je crois, hein, je dis peut-être des conneries, hein, mais en gros, c'est un système avec des cartes à jouer. Donc vous prenez, vous déterminez la distance à vol d'oiseau que vous avez à faire. Donc par exemple, c'était, je crois, 200 ou 150 pour aller jusqu'à Simbar. Et sachant qu'il y a plusieurs chemins pour la Simbar. Vous pouvez directement, il y a le chemin le plus rapide qui passe par une rivière, mais qui est très dangereux. Il y a un chemin qui passe directement par les terres du serment de la souveraine, donc qui est aussi assez dangereux, mais plus safe. Et enfin, il y a un chemin qui est extrêmement safe, mais très très long, qui passe par les terres du clan Vashvod, donc par les corbeaux. Et donc vous déterminez cette distance-là. Et le but en fait, c'est en tirant des cartes à jouer, c'est d'obtenir la distance maximale. Donc vous tirez, vous faites 5, plus 6, plus 7, plus 8, et à la fin vous arrivez à 150. Mais il y a plusieurs trucs. Le premier, c'est qu'à chaque fois que vous tirez une tête, la tête a une couleur, a une couleur et enfin, un symbole associé. Et ce symbole détermine en fait un événement qui est lié soit à la nature, soit aux créatures, soit aux hommes, soit à la corruption, enfin à l'environnement. Et ensuite, il y a une difficulté qui est liée au voyage sur 10. Donc par exemple, je sais pas, pour la Simbar, le terrain c'est 7. Si vous passez par les corbeaux, on part du principe que la difficulté c'est 7. Donc ça veut dire que si vous tombez sur le symbole de carte approprié au terrain, vous lancez un dé 10 quand vous tirez une carte, une tête, et si vous faites plus que 7, c'est un événement positif. Si vous faites moins que 7, c'est un événement négatif. Donc vous imaginez que la difficulté augmentant, à la fin vous êtes à 8-8-8, bah, vous avez plus de chances qu'il y ait une entourloupe qui vous arrive qu'autre chose. Donc on résout, après c'est à vous d'inventer, hein, mais vous devez résoudre ce problème. Donc généralement moi c'est par exemple, ils sont attaqués, ou il y a de la corruption, il y a un terrain dangereux, que sais-je, donc il faut vraiment inventer, faire un truc assez simple. Je vous conseille de faire des petites notes, parce qu'en gros, il y a trois têtes, hein, donc vous le savez, valet, reine et roi. Et plus vous montez, c'est-à-dire que les événements de roi sont beaucoup plus dangereux que les événements de valet. Et une fois que vous avez résolu ce combat ou cette rencontre, il faut tirer la fatigue. C'est-à-dire qu'en grosso modo, bah, on part du principe que la personne qui est la plus faible, enfin plus faible mentalement dans le groupe, commence à bouffer les rations. Et parce qu'avant de partir, vous avez fait un jet de rationnement, et donc les rations baissent au fur et à mesure. Quand il n'y a plus assez de rations, les gens prennent des malus de fatigue, et vous devez chasser ou vous reposer. Et quand vous reposez, bah, vous bougez pas en fait, vous avancez pas. Par contre, vous avez aussi tiré des cartes. Donc en fait, vous cramez des cartes, et s'il y a un événement, bah, il y a un événement qui se passe. Donc voilà, c'est pas, je sais que tout le monde va pas adhérer avec ce système, mais moi ça permet, un, de faire quelque chose d'extrêmement dynamique, c'est-à-dire que les joueurs s'embêtent pas parce qu'ils tirent des cartes, ils sont contents, et puis ça avance bien, plutôt pas mal. Moi, ils sont passés par les terres du clan Vashvod parce qu'ils étaient assez potes, ils avaient un PNJ ritualiste qui était avec, enfin un symboliste qui était avec eux, donc c'était plutôt cool. Ça a été aussi la possibilité pour moi d'introduire des éléments sur Ambal Seba. Donc Ambal Seba, c'est l'équivalent d'Atlantis, en fait, c'est une sorte de cité perdue au fin fond de la forêt qui a été détruite par Simbarum il y a très très longtemps, dont se réclament le clan Vashvod et les symbolistes. Et moi, c'était l'occasion d'en remettre une couche parce que dans la dernière partie de l'histoire, donc dans Davogar Awakens, c'est assez important. Et enfin, ils arrivent à Simbar. Et là, c'est le début de la galère. Donc en gros, à Simbar, pardon, à Simbar, ce qui se passe, c'est que on s'aperçoit que c'est l'été. En fait, il y a des... Non, ça commence avec l'automne. Donc il y a des feuilles qui tombent, c'est comme sur la couverture, hein, si vous l'avez vu, c'est un décor forestier avec des lueurs jaunes un peu partout, avec des gens qui se battent. Et tout de suite, les joueurs se disent c'est quand même bizarre. Et l'autre truc qui est très très bizarre, c'est que donc ils surplombent évidemment Simbar, c'est qu'il y a partout dans les arbres, sous terre, il y a des abominations qui dorment. Et certaines abominations sont en train de se réveiller. Et ça, c'est le constat de base. C'est tout ce qu'ils voient. Et ensuite, ils voient que depuis le plateau, que Simba elle-même est recouverte par un dôme de mycélium, donc une sorte de d'hélière ou des champignons. Et on voit pas ce qu'il y a à part quelques bâtiments qui dépassent, qui sont les bâtiments importants. Il y a notamment un vaisseau de pierre. Donc c'est le Saroclo qui était le vaisseau amiral qui a ramené les humains sur cette terre-là, où il y avait le trône d'épines. Il y a le palais qui est complètement au sud, et on peut voir en fait qu'au sud du palais, il y a le serment de la souveraine qui a établi un campement et qui est en train de mettre un pont pour rentrer dans le palais. Et il y a d'autres trucs, il y a une librairie, il y a un grand arbre qu'on appellera l'arbre monde, et c'est à peu près tout de base. Donc l'idée maintenant, en fait, une fois que vos joueurs sont arrivés, c'est déterminer quelles sont les factions qui sont présentes, quelles sont les factions qui vont arriver, et comment s'organiser. Parce que le crux de la première partie de cette histoire-là, quand vous arrivez à Simbar, c'est que le serment de la souveraine est beaucoup plus fort que toutes les autres factions. En gros, le serment de la souveraine, ils ont 500 personnes avec eux, alors que même la reine, elle a peut-être 50 rangers. Donc c'est à vous de réfléchir
comment vous allez marcher avec les factions. Donc, les factions, je récapitule, c'est assez simple, hein. Donc comme j'ai dit, il y a le serment de la souveraine, c'est des gens qui sont fachos, c'est des gens qui veulent prendre le contrôle de Simbar, parce que chaque faction a un petit objectif, hein, c'est décrit dans le bouquin. Et eux, ce qui s'intéresse, c'est de rentrer dans le palais. Donc vous avez 4 ou 5 jours avant qu'ils rentrent dans le palais, le temps d'organiser un peu vos troupes. Ensuite, il y a les sorcières qui arrivent de Carvosti, et elles sont un peu paumées en fait. Il y a l'Uldra qui est escortée par deux sorcières extrêmement mastoc. Il y a notamment un maître métamorphe et je crois la dernière sorcière des clans du Nord en fait, qui s'est pas fait couper la tête par la fille de sang et compagnie. Sachant que ouais, le serment souverain est accompagné, donc il y a la fille de sang, il y a les deux chefs de clan Saharkan et Gaioa, je crois, et il y a Grand-Père Lint, Audralintos, qui est un très très vieux Lindworm, qui est devenu un Dragvorm, donc une sorte de mini-dragon, quoi, qui lui veut récupérer le trône de fer, le trône d'épine. Donc voilà, vous avez Serment de la Souveraine, comme j'ai dit, les sorcières qui cherchent un peu enfin, qui veulent empêcher en fait que quelqu'un prenne le contrôle de Simba et qui ont eu des visions. En fait, l'Uldra a des rêves prémonitoires et elle sait qu'elle a vu une sorte de grande force verte se faire attaquer par de la corruption. Et elle veut empêcher ça. Donc elle est escortée par des gros billes. Ensuite, il y a le pacte de fer qui vient très rapidement voir en fait les joueurs, hein, parce que le pacte de fer a une sous-faction qui s'appelle la Garde Noire, qui est gérée par l'une des sœurs en fait du prince Enéano et qui est un peu en train de sucrer les fraises, hein. Et en gros, il y a un type qui arrive avec une faction d'elfes et dit bah en fait on vient voir toutes les factions pour enfin, pour essayer de les motiver pour qu'ils partent. Parce qu'en fait le pacte de fer s'est fait dégommer par le Serment souveraine. Donc ils ont plus personne et ils cherchent un peu bon an mal an à convaincre toutes les autres factions, un, de détruire le Serment souveraine, et deux, d'empêcher d'aller sauver une personne qui est nécessaire à la préservation des dormeurs en fait. Ce qu'on appelle Valaharai, donc qui est un peu plus communément la tisseuse, qui est en fait un elfe d'éternité qui est planqué sous l'arbre monde et qui essaye en fait qui laisse les abominations endormies depuis 1000 ans. C'est le prince Enéano qui lui a donné ce rôle-là il y a très très longtemps. Et donc le pacte de fer essaye tant bien que mal de convaincre les gens, mais ça marche pas trop évidemment. Ensuite il y a Sarvola, donc les réformistes. Sarvola, Alwyn, Elina, Elinda Lindell, qui est la grande marshale du prince, enfin, du duc Inédar, qui est le neveu de la reine, donc une super guerrière, machin et tout. Ils ont quelques troupes avec eux, mais pas beaucoup. Ensuite, donc il y a la reine, comme je disais, donc c'est Capitaine Marvello qui est dirigé par un noble. Il a une cinquantaine de rangers. Les paladins, donc enfin les templiers, pardon, ce qui reste de l'église de feu Prios, donc il y en a très très peu qui sont dirigés par Elisabetta Veara, qui est la fille de Jacoboy Veara, donc le chef, le grand templier, le premier vengeur de l'église de feu Prios. Et pas des moindres, sinon on a aussi Agramaï Kalfas, donc le sacré du vieux sang, qui est un ignoble individu, qui est un gros enfoiré en fait, qui manipule un peu tout le monde, dans le but en fait d'arriver et de lancer un grand sortilège, donc une magie cérémonielle, pour se créer une armée de morts vivants et après prendre le contrôle de la ville. Et dernier, pas des moindres, j'oubliais, il y a enfin plutôt neutres, il y a les manteaux noirs, donc, qui sont là pour péter la gueule, en fait, qui sont en fait la faction restante de l'église de Prios, du Prios, le Lawgiver, donc le donneur de loi, le père Jézébégaï, en fait, la faction traditionnaliste de l'église de Prios, qui en fait eux veulent te cerveau-là, grosso modo. Et à côté, il y a Yassogoy Brigo, qui est un chasseur de primes, enfin un mec, un chasseur de trésors qui arrive là. Donc voilà, il y a un peu tout ce monde-là à gérer. C'est encore une fois chacun ses objectifs primaires, secondaires. C'est à vos joueurs de voir qu'est-ce qu'ils vont faire pour essayer de contrôler un peu tout le monde là et faire des alliances. Il y aura des alliances qui vont se faire, beaucoup d'alliances. Il y a beaucoup d'alliances qui seront trahies aussi. C'est-à-dire que chaque faction peut être à une proportion à la négoce plus ou moins importante. C'est sûr que c'est beaucoup plus facile de négocier avec Sarvola qu'avec l'église de Vauprios, par exemple. Mais par exemple, il y a d'autres trucs, si vos joueurs sont assez intelligents, où ils peuvent un peu moyenner, c'est que par exemple les manteaux noirs, qui sont là uniquement pour dégommer Servola, restent des croyants. Ça reste des gens qui sont convaincus que Prios va vaincre les ténèbres, et que donc si vous dites au fait, tu sais là, il y a des tisseuses, il y a une tisseuse, il y a qui protège l'endroit, et si jamais la tisseuse est tuée ou dérangée, il y a des hordes d'abominations qui vont s'abattre, et des ferrets surtout d'avocats, ça vous pouvez les convaincre. Ou les convaincre, bah, si Agramek Alphas réussit son coup, à savoir s'il arrive à monter une armée de morts vivants, forcément les objectifs vont changer. Et même le serment de la souveraine vous filera un coup de main pour dégommer l'armée de morts parce que personne ne pourra atteindre le trône. Donc je vous passe les détails. Hein, grosso modo, les autres choses à savoir, c'est qu'effectivement, donc Valaharai, la tisseuse, est en fait en train d'être siphonnée par la mère de
Ban, donc qui est une grosse araignée en fait, qui est la mère d'Angataltar, le roi araignée, qui veut ressusciter son fils. Et pour ça, en fait, elle draine trois énergies différentes, des énergies pures. Donc énergie de création, qui est dans la tisseuse, parce que c'est une elfe. Énergie de civilisation, donc elle a drainé un node en fait, enfin sa fille a drainé un node sous Carnosti dans l'épisode 2. Et elle a de l'eau noire en fait, qui est de la corruption pure. Et en fait, l'eau noire l'a un peu touchée, donc elle est un peu folle et très véhémente. Et ce qui se passe en fait, c'est que vous pouvez le jouer, hein, vous n'êtes pas obligé, mais donc normalement vous allez la buter, mais il y a sa fille qui vient vous voir avant et qui dit, vous savez, je sais que vous êtes en position de faiblesse. Je sais que pour vous c'est enfin vous êtes dans la mouise à cause du serment de la souveraine. Moi ce que je vous propose c'est de vous aider. Je vous aide, je vous donne un truc pour protéger la corruption, et en l'échange, quand vous aurez tué ma mère, parce qu'elle vous demande quand même de faire un matricide, vous me donnez l'énergie magique qu'elle a prélevée sur la tisseuse. En fait, si vous faites ça, si vous vous alliez, donc bon, je passe les détails, mais en gros, vous pouvez récupérer potentiellement une faction supplémentaire d'araignées avec vous et de bestiales. Les bestiales étant une autre race ancienne de métamorphes. Et vous avez l'allié, effectivement, pour un temps des araignées. Sauf que ce qu'elle vous dit pas, en fait, c'est que cette énergie magique-là, elle la veut pour ressusciter Angataltar, qui est, je rappelle, le roi araignée, et qui est qui était une espèce de grosse araignée qui avait pour but uniquement de génocider les humains. Il a failli génocider tous les barbares il y a 500 ans. Et heureusement, avec Spider-Bane, donc le chancre des araignées, il s'est fait tuer au terme d'une guerre sanglante par un des cheftains. Mais bon, pour vos joueurs barbares, ça peut la foutre un peu mal, quoi. Je sais que justement, j'ai un de mes joueurs qui a Spider-Bane en fait avec lui, le Gésir, le Gide dont je parlais. Et du coup, à la fin, on fait, mais en fait, pourquoi est-ce qu'elle a besoin de toutes ces énergies-là? Puis quelqu'un lui dit, ouais, enfin, en fait, ils ont réussi à déduire que c'était pour rester en Gataltar. J'étais là, genre, ça craint un peu du cul quand même, cette histoire. Parce que l'idée, c'est de dire, Caraban, ne vous inquiétez pas, quand mon frère sera ressuscité, il sera super sympa. Ce qui est un peu compliqué pour des humains à accepter, on va le dire. Donc pour voilà, moi je peux juste vous dire maintenant ce qui se passe pour moi. Donc dans mon histoire, ils ont fait alliance avec les réformistes, avec tout ce qu'ils pouvaient. Les Templiers sont fait dégommer. On part du principe que que les Templiers vont mourir de toute façon et qu'ils vont ressusciter sous forme de morts vivants et reviendront pour le dernier épisode. Il n'y a pas eu d'alliance avec enfin il y a eu plus ou moins une sorte d'alliance avec le serment de la souveraine, mais en fait chacun était prêt à se buter. Et ça s'est fini avec un grand final. Donc après enfin ils ont sauvé la tisseuse. Ils n'ont pas été dans le vaisseau de pierre, le Saroclo, parce qu'il y avait un prince de mort dedans. Ils se disent, ça craint du cul quand même. Ils ont été au palais. Dans le palais, il n'y a rien. En fait, il y a juste l'esprit de l'empereur. Ça aussi assez important, c'est que l'esprit de l'empereur, c'est un PNJ qui est très très important pour la fin de la campagne. Au terme de l'épisode 3, il a été libéré par Cullian Furiae. Il est revenu dans sa ville. Et en fait, c'est un fantôme, hein, mais c'est un fantôme qui a un pouvoir par porosité, en fait, du fait qu'il a utilisé le trône d'épine toute sa vie. Il peut nettoyer, en fait, comme au Karcher, très lentement, tous les endroits qu'il voit. Donc, par exemple, s'il y a un tapis de rose qui est fané, il peut poser sa main dedans et au bout de quelques heures, ça va reprendre des couleurs. Et ça, c'est un truc assez important, c'est-à-dire que en gros, c'est une incarnation de Vilda, la force de civilisation. En fait, il transforme les choses sans aucune corruption. Par contre, c'est très lent et puis bah, c'est un fantôme, donc il est un peu zinzin. Et bon, je passe à des détails, mais grosso modo, vous trouvez un indice qui vous dit il y a un palais qui appartenait au Dactonique. Donc le Dactonique, c'est l'un des ordres, enfin, des ordres religieux de la religion enfin, de Simba, hein, qui, grosso modo, établissait, qui était censé se protéger le trône, en fait, et voir ses éléments. Et en fait, ils se sont aperçus que ça peut être carrément du cul, et qu'en fait, le trône crée cette corruption, crée cette folie dans la ville. Donc quand il y a une guerre civile à Simbar, à toute fin de son existence, Otelia, qui était la chef de l'ordre du Dactonique, a dit ok, ben on va faire s'allier avec l'empereur. Ils ont dit on va brûler une racine qui s'appelle la rosae, qui protège le trône. Et moi, je vais emporter la rosae très très loin d'ici. Elle est partie en direction de Lindaros. Enfin, vers les Lindariens qui n'étaient pas encore établis là-bas. Et ce qui se passe, c'est que vous trouvez donc ce temple enfin, du Dactonique et vous êtes accueilli par une staff mage mort-vivante, qui est la dernière survivante en fait de l'ordre des staff mages. Et en fait, elle vous dit faut pas rentrer, faut pas rentrer. Vous trouvez les indices dont je viens de vous parler par rapport à Otelia, et vous trouvez enfin le trône d'épine. Sauf que le trône d'épine est, comme je disais, nu. Ce qui veut dire que quiconque s'assoit dessus, et vous avez pas mal d'indices, bah, est transformé immédiatement en une immense abomination. Donc pour mes joueurs, c'était tout vu. En fait, ils se disent bah c'est cool, en fait on se casse parce que personne ne pourra aller sur le trône, ou là il va se transformer en grosse bestiole. Mais c'était sans compter sur le fait que pendant ce temps-là, Agra Michael il avait bougé ses petits pions, ses machins, et il a fait son rituel pour invoquer 2000 morts vivants. En fait. Donc il a ressuscité tous les morts qui étaient morts durant la grande bataille entre le prince Enéano et les forces des corrompus de Simba. Et en fait,
Ils se retrouvaient avec 2000 morts-vivants au cul, et ils ont dû bien réfléchir, et là ils ont dû se forcer à faire des alliances avec tout le monde, tout le monde, tout le monde. Ça a été compliqué, mais c'est très très rigolo. Ils ont dû justement marcher sur Simba en fait, parce que, comme je disais, il y a un dôme de mycélium qui rend l'accès et le passage très facile. Mais eux, vu qu'il y avait des morts-vivants partout, bah, ils ont été obligés d'aller sur la surface du sol, et la surface est hyper corrompue, il y a des grosses bestioles, enfin, c'est un peu le carnage. Donc ça s'est fini un petit peu par une alliance désespérée où ils ont réuni tout le monde, et ils ont dit bah faut que vous vous pointiez à Fort Chardon, enfin non à Castlethorne, donc Château Ronce, enfin là où il y a le trône d'épines. De toute façon vous pouvez pas utiliser le trône d'épines, c'est mort, il pourra rien se passer. Et ça tout le monde l'a vu très rapidement, mais ça n'a pas empêché les égaux disons de clasher. Donc avec un peu de chance ils ont réussi à dégommer l'armée. Agramak Kalfa c'est arrivé avec une centaine voilà, de grands serviteurs qui lui restaient. Ça a été un massacre, j'ai pas trop joué, hein, je vais pas vous mentir. Mais en gros, Grand-Père Lint, qui voulait le trône quand même, s'est foutu sur la gueule avec Agraman Kelfas, ils sont tous entretenus dans la joie et la bonne humeur. Et ça s'est fini avec le prince Enéano qui arrive, parce que c'était les renforts qu'attendait le trône de fer, enfin le pacte de fer. Et en fait, dans le bouquin, on vous dit il est complètement fou, quoi. Et ça, vous êtes censé le déclarer à vos joueurs, le faire comprendre à vos joueurs très en amont. Il est devenu complètement fou, et à la fin, il s'assoit sur le trône, quoi. Et il se transforme parce qu'il est fatigué, il se transforme en Throne Beast, donc une espèce de grosse bestiole super balèze à buter, enfin c'était très très compliqué. Il y a un truc que j'ai fait jouer qui n'est pas dans la campagne, mais que je trouvais assez dur et intéressant, c'est que, comme vous le savez peut-être, hein, les changelins, en fait, c'est des créatures artificielles qui ont été créées par les elfes, avec un rituel de sorcerie. Donc la sorcerie, je rappelle, c'est la méchante magie que les elfes ont bannie pour, en fait, voir à travers leurs yeux. Mais ils ont aussi un autre truc qu'ils peuvent faire, c'est qu'ils peuvent prendre le contrôle des changelins à tout moment, en fait. Et on vous dit dans le bouquin, bah, si vous avez joué un changelin, tant pis pour votre gueule, quoi. Vous pouvez pas, c'est comme ça. Ils vous contrôlent, vous avez été créé pour ça. Et moi, j'ai fait un truc particulièrement atroce, mais qui me semblait plutôt pas mal vu dans la campagne. C'est qu'en fait, j'ai dit, bah, le prince Enéano, juste avant de sauter sur le trône, il a un communicateur. Hein, les mecs du pacte de fer, ils ont une espèce de perle hein, qu'ils peuvent utiliser. Il a contacté le hall des 1000 larmes, et puis il a dit, bah, en grosso modo, tous les tous, quoi. Et donc, en fait, les elfes d'hiver qui sont là-bas, alors c'est pas officiel, hein, encore une fois, je tords un peu le truc, hein, mais les elfes d'hiver qui sont là-bas ont activé tous les changelins, et les changelins ont commencé à faire des actes de sabotage, à essayer de détruire l'humanité, en fait. Et donc, à travers tout l'Ambrie, les changelins ont commencé, bah, je sais pas, à libérer des prisonniers, à faire exploser des barrages, enfin, j'ai fait un truc un peu hyper violent. Et évidemment, un de mes joueurs, la sorcière, était un changelin, et je lui ai dit, bah, tu me passes ta feuille, et j'ai commencé à égorger un des PNJ qui était avec eux depuis longtemps. Enfin, ça a été, ouais, ça a été assez. J'avais prévenu, hein, mais c'était assez violent comme effet. Et en fait, voilà, ils ont réussi à détruire la bête, le Throne Beast, et ça s'est un peu fini comme ça, où je les ai fait juste jouer le retour, qui a été assez âpre et difficile parce qu'ils étaient claqués, parce que c'était très très long. Et j'ai fini, alors j'ai peut-être un peu avancé la timeline, mais en fait j'ai fini où ils se sont dit bon, on va retourner à Carvosti, ça va bien se passer. Et en fait, à Carvosti, ce qui se passe, c'est que le serment de la souveraine, c'est plutôt dans le tome 5, mais a avancé une armée pour tuer en fait Karatan, quoi. Enfin, Karlaban, pardon, non, putain, désolé les noms, c'est compliqué, mais c'est Tharaban, je crois, le haut cheftain en fait, qui n'a plus d'alliés, qui n'a plus rien. Et donc c'est fini, où ils voient qu'il y a du sang partout sur le plateau de Carvosti, ils savent pas où sont les sorcières qui sont en fait en dessous, elles sont protégées. Et bah, le corps décapité de la tête en fait du haut cheftain qui est sur une pique. Donc ils se retournaient et ça se finit, donc ils fuient forcément. Ils arrivent à Fort Chardon en disant enfin on va trouver des alliés, enfin ça va bien se passer. Et là ils commencent à voir qu'il y a des villages qui ont été brûlés. Là ils voient qu'il y a des bannières qu'ils ne reconnaissent pas. Et c'est le début de la guerre civile du cinquième tome, à savoir le moment où d'un côté le duc Inédar dont je parlais décide de monter un conseil du solaire avec les réformistes pour prendre le pouvoir contre la reine. Et c'est le tout début en fait du tome 5 que j'ai fait comme ça. Donc voilà, j'étais un peu long, hein, je suis désolé, c'est très difficile à la fois de résumer l'histoire et de résumer ce que j'ai fait. En tout cas, mes joueurs ont adoré. Mes joueurs ont vraiment vraiment adoré le fait d'avoir beaucoup plus de champ libre en fait, que ce soit pas juste une série de scénarios, que ce soit complètement, bah, on fait ce qu'on veut. Ils ont beaucoup réfléchi. À chaque fois, il y avait je jouais avec le système de cartes, hein, les voyages en hexagone sur Simbar, et j'ai rajouté un autre truc aussi, alors, qui est pas du tout dans le jeu, hein, mais je trouvais que c'est assez cool. Donc j'ai dit à Simbar, donc il y a le système de cartes, et quand vous tirez une tête, on s'emmerde plus. En fait, j'ai donné un paquet de tarot. J'avais un jeu de tarot, et j'ai dit, bah, vous piochez tous une carte. Donc ils ont tous pioché une carte, et j'ai dit, ça, c'est une carte spéciale que vous aurez pour toute la durée de Simbar. Vous n'en avez qu'une. C'est une carte qui vous permet, quand vous êtes dans une situation qui est vraiment terrible, vous pouvez l'utiliser la carte, et ça changera. Enfin, il va se passer une intervention extérieure liée à la carte
qui va vous aider. Et je dis par contre, quand vous faites les rencontres, donc quand vous tirez des têtes avec le système de voyage, vous piochez quand même une carte de tarot et je vous dis ce qui se passe selon. C'est pas un événement positif. Et donc justement, bah, j'avais dit, bah, le jugement, c'est le prince Enéano. Donc à un moment, il tire le jugement et il se retrouve face au prince Enéano qui est en train d'éclater des morts vivants et qui a l'air complètement à moitié fou et qui a failli les tuer eux-mêmes. Quand il tombe sur, bah, s'il tombe sur la force, il tombe sur une espèce de le corps armé du serment de la souveraine et ainsi de suite. Et c'est un système qu'ils ont beaucoup aimé, qui leur a donner la sensation à eux d'avoir une influence sur les éléments, de créer en fait du contenu quelque part. Moi, c'est pas mal parce que ça me permettait d'éviter des fois, bah, quand ils utilisent leurs cartes, il y a certains combats qui ont été plus faciles. Par exemple, il y en a un qui a utilisé le diable durant le combat contre la Throne Beast, donc espèce de grosse créature à la fin de Prince Enéano. Et j'ai dit, bah ok, pas de souci. Et en fait, j'ai dit, t'entends une petite voix qui dit, ah, je vais t'aider et tout, je veux pas que tu meurs. On va beaucoup s'amuser. En fait, c'est le prince Saroufang qui est présent et qui arrache enfin qui entaille en fait un des tendons d'Achille de la bestiole, quoi. Et du coup, les joueurs sont là, ils disent bah, c'est cool, j'ai t'aidé, mais je sais pas par quoi. Et je sais que la carte c'est le diable, donc c'est très très mauvais signe. Donc c'est pas mal. Je pense que c'est un système que je vais garder, mais que je ferai payer après avec de la corruption, un autre truc, pour pas le rendre trop simpliste en fait, et pas qu'il l'utilise de manière un peu à tout va. Donc ouais, le gros truc qu'ils ont beaucoup aimé, comme je dis, hein, le fait de pouvoir eux-mêmes prévoir ce qu'ils allaient faire, qu'ils allaient rencontrer, le côté très freeform. Il y a des endroits où ils sont pas allés en fait, comme je disais, hein, enfin, le vaisseau de pierre, ils n'ont pas essayé. Enfin, très vite ils sont allés au palais. Il y a pas mal de trucs qu'ils ont compris assez vite. Il y a finalement beaucoup d'indices par rapport à l'histoire aussi de Symbaroum. Je pense notamment à la ziggourate d'Exaltation, qui est l'endroit en fait où on vous explique l'histoire de la, de la religion simbarienne, le fait qu'en fait ils vénèrent une sorte de rébis composé de 8 éléments, que la corruption pour eux c'est une énergie mystique et que la corruption c'est plutôt un bon truc. Et c'est là aussi où je leur ai révélé bah, les origines de la corruption, enfin pas de la corruption mais de la sorcerie, avec notamment les théurgues, le, le changement de la chair, enfin, la morphantique pour faire changer sa chair, la sorcerie, tout ça, c'était plutôt un bon moment, c'était très intéressant. Et je pense que les joueurs étaient vraiment dedans parce qu'ils se demandaient à chaque fois qu'est-ce qui va se passer, jusqu'où ça va aller. Mais je pense que le truc qui a été le plus terrible, c'est qu'en fait, quand ils ont découvert le trône d'épines et qu'ils ont très justement en fait réuni toutes les preuves et les éléments pour comprendre que bah, le trône d'épines est inutilisable et que, enfin, et que la grande prêtresse Othélia s'est barrée en fait et il se rappelait que bah, Othélia, enfin qu'il y avait des prêtres enfin, à Lindaros et qu'ils sont partis ensuite en Liastra. Et c'est marrant, c'est qu'ils ont quasiment deviné tout le cheminement du chapitre 5, parce qu'ils ont dit ok, donc ça veut dire que les Naïrs ils sont sur la colline qui est à côté de Lindaros et ensuite ils sont partis à Liastra, donc ça veut dire que enfin, si Rosa est Ilia, elle est forcément Liastra quoi. Et j'ai rien dit, j'ai vraiment rien dit, mais j'étais super heureux parce que putain, ils ont compris tout le truc en fait. Alors que je me disais ils suivent pas l'histoire et tout, et c'était assez positif et intéressant. Donc voilà, non, vraiment, c'est un beau changement, je trouve, par rapport au troisième volume qui est assez pépère, où c'est vraiment une suite d'histoires assez simples. Là, on en a vraiment pour notre argent, c'est un peu la grande découverte, la grande expédition qu'on attendait. Après, il y a des trucs que j'ai pas trop joué, j'aurais peut-être dû plus insister. Je pense notamment au fait que en fait, j'ai rendu les factions très statiques. C'est-à-dire que normalement, les factions, c'est quand vous vous baladez à Simbar, vous les rencontrez. Et en fait, mes joueurs, ils ont dit non, attends, nous, ce qu'on veut savoir, c'est où sont les campements. Et j'ai dit, ouais, enfin, donc ils les ont cherchés, ils les ont trouvés, et puis après j'ai dit, en fait, bah, si vous avez un campement, vous allez forcément les trouver, parce que ce qu'ils me disaient, leur logique à eux, c'est de dire, ok, ils sont peut-être pas H24 dans leur campement, mais nous on a des gars, parce qu'ils avaient recruté des gars aussi, hein. Et ils ont dit, on va juste, nos gars ils vont faire le pied de grue, et puis ils nous diront quand est-ce qu'ils rentrent, etc. Donc j'ai laissé faire. Mais j'aurais préféré faire un truc un peu plus dynamique, où par exemple, bah, je sais pas, ils arrivent à l'arbre monde, et il y a les Templiers. Et donc comment est-ce qu'on négocie avec des espèces de fachos, sachant que derrière il y a quand même Valarai qui est une elfe, et que les Templiers détestent les elfes. Mais si elle meurt, bah, c'est game over. Donc voilà, il y a pas mal de petites choses comme ça que j'aurais aimé faire. On peut pas tout faire, hein, c'est comme d'hab. Et je doute que dans votre campagne aussi, les joueurs feront tout. C'est normal, hein, il y a beaucoup, beaucoup à faire. Mais en tout cas, non, c'était vraiment un très très bon moment. J'ai très très hâte de jouer le cinquième épisode que je trouve absolument génial. Enfin, j'aime beaucoup le fait d'aller en Alberetor et d'aller en Liastra. On va enfin aller jusqu'à la source des sombres seigneurs après avoir dit pendant un an et demi à mes joueurs attention et tout, c'est dangereux, faut pas y aller. Vous avez qu'une envie en fait, c'est de fuir et de ne jamais revenir. Donc voilà, c'est plutôt cool. Et puis bah, je pense que c'est tout pour mon feedback. J'espère que ça vous aura plu. Et puis bah, bon jeu à vous. Allez, salut.